Chaque fois qu'un utilisateur déverrouille son téléphone et ouvre une application, il entre en fait sur un véritable champ de bataille invisible. Ouais, c'est une très belle image. Bah oui, d'un côté de l'écran, on a un esprit humain avec toutes ses fragilités, et de l'autre, des milliers de superordinateurs. Et certains des ingénieurs les plus brillants de la planète, dont le seul et unique but, c'est de capturer et surtout de retenir la ressource la plus précieuse d'aujourd'hui, l'attention. Exactement. Donc, bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans les rouages complexes et souvent invisibles des réseaux sociaux. Un vaste programme, en effet. Oui, et notre point de départ, c'est une excellente vidéo éducative créée par Kelly, la prof de français, qui décortique un peu les forces et les failles de ces plateformes. Tout à fait. Et ce qui est particulièrement pertinent ici, c'est que ce contenu a été conçu pour les apprenants. Ouais, pour notre audience, quoi. Voilà, pour ceux qui cherchent à améliorer leur français, en particulier autour du niveau intermédiaire, le fameux niveau B2. Donc la mission du jour, c'est d'explorer les avantages et les inconvénients de ces outils, tout en enrichissant le vocabulaire numérique de ceux qui nous écoutent. C'est ça. Et pour tirer le meilleur parti de cette source, Kelly recommande une méthode d'apprentissage en 3 étapes assez redoutable. Ah oui, la méthode d'immersion, c'est ça? Oui, d'abord on écoute avec les sous-titres pour bien lier le son à l'orthographe du français, qui n'est pas toujours évidente. Oh que non, c'est pas évident du tout. Ensuite, on repasse l'audio à l'aveugle, sans le texte, pour forcer le cerveau à se concentrer uniquement sur la compréhension orale. Et enfin, on écrit les mots-clés pour vraiment les mémoriser. Super. Ok, décortiquons tout ça. Parce que le phénomène qu'on analyse aujourd'hui, il ne sort pas de nulle part. Non, bien sûr. En une décennie à peine, on est passé d'un monde où téléphoner à l'étranger coûtait une fortune à un monde où ne pas être en ligne, ça devient presque suspect. C'est vrai que la bascule a été extrêmement rapide. Et du coup, comment le simple fait de taper quelques mots sur un écran a pu révolutionner à ce point notre façon de créer des liens, surtout, je pense, dans la sphère professionnelle. Eh bien, pour comprendre cette révolution, il faut s'arrêter sur un terme central de la vidéo source, la connectivité. Ah, voilà un premier mot technique pour les auditeurs. Oui, la connectivité, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est vraiment l'infrastructure de base de notre époque. Ça permet d'abolir la distance physique instantanément. Attends, on va faire un petit exercice de prononciation pour ceux qui apprennent. Je le dis lentement et j'invite les auditeurs à le répéter avec moi. Connectivité. C'est parfait. Et cette connectivité, elle leur fait la promesse de ne plus jamais être seul. Le texte donne l'exemple très concret des expatriés. Ah ouais, ça c'est un super exemple. Quand on vit à des milliers de kilomètres de son pays, les réseaux permettent de garder un lien culturel quotidien. Ce n'est plus juste du divertissement, c'est un véritable soutien psychologique. Ouais, c'est presque une bouée de sauvetage, quoi. Tout à fait. La source mentionne aussi les groupes Facebook pour les maladies chroniques. Dans le monde physique, trouver quelqu'un qui partage la même pathologie rare dans sa propre rue, c'est statistiquement très improbable. C'est clair. Mais en ligne, on peut rassembler des milliers de personnes qui vivent la même chose, créant une solidarité introuvable autrement. C'est beau quand on y pense. Mais là où ça devient vraiment stratégique, c'est quand on applique cette connectivité au monde du travail. Ah oui, la fameuse sphère professionnelle. Notre source parle beaucoup de LinkedIn. Là, on ne poste pas la photo de son chat, on est dans ce qu'on appelle le développement professionnel. Exactement. Et d'ailleurs, pour les apprenants qui nous écoutent, c'est le moment d'enrichir votre vocabulaire professionnel avec quelques synonymes utiles. Vas-y, je note. Sur LinkedIn, par exemple, au lieu de parler simplement d'opportunités, on va chercher des débouchés. Des débouchés, d'accord. Et on ne s'adresse pas juste à un recruteur, mais à un employeur potentiel. L'objectif, c'est vraiment de se démarquer en ligne pour attirer l'attention. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable 2 secondes. Je t'en prie. Moi, parfois, j'ai l'impression que LinkedIn, c'est un immense événement de réseautage mondial, mais ouvert 24 heures sur 24. C'est une bonne analogie, oui. Et du coup, ça met une pression folle sur les candidats, non ? Si tu ne publies pas tout le temps, si tu ne commentes pas, tu disparais de l'algorithme. C'est une critique très juste. C'est pour ça que la vidéo conseille une approche stratégique de sa rédaction professionnelle. C'est-à-dire ? Il ne faut pas essayer de crier plus fort que tout le monde. L'idée, c'est d'être clair et surtout de suivre des leaders d'opinion dans son domaine pour un apprentissage continu. D'accord. Donc, moins de quantité, plus de qualité. Exactement. Donc, pour synthétiser ce premier chapitre, les réseaux abolissent les frontières physiques. Et s'ils sont bien utilisés, ils peuvent vraiment booster les carrières. C'est le grand avantage, oui. Mais, et c'est une transition causale évidente, cette connexion permanente a un coût caché sur notre psychologie. Un coût très lourd, en effet. Et c'est là qu'on aborde l'illusion de la connexion.
Les réseaux sont faits pour nous rapprocher, mais la source souligne qu'ils créent une immense solitude. C'est quand même paradoxal, non? C'est le paradoxe central de notre époque. Et au cœur de ce problème, il y a un concept clé, le fil d'actualité. Le fil d'actualité, ouais. Et ce qui va avec, la surconsommation. Exactement. Je le redécoupe pour notre audience. Surconsommation. C'est le fait de scroller, de faire défiler l'écran à l'infini. Et ce n'est pas un accident si on fait ça. La vidéo explique que ces interfaces utilisent des boucles de dopamine, inspirées directement des machines à sous. Ah purée, comme au casino, quoi. C'est ça. Tu tires le levier, ou plutôt tu glisses ton pouce sur l'écran, et tu reçois une récompense imprévisible, un like, une nouvelle vidéo. C'est neurologiquement redoutable. C'est terrifiant. Et on voit bien qu'il y a une fracture générationnelle énorme là-dessus. Oui, parce que pour les générations plus âgées, le monde virtuel est un outil. Mais pour les plus jeunes, la source rappelle que la valeur personnelle est souvent mesurée par ces interactions virtuelles. Ouais, si je n'ai pas de like, je suis un raté, quoi. Ce qui entraîne des problèmes d'anxiété et de dépression graves. Il y a une nuance culturelle très forte ici entre les interactions authentiques, en face à face, et les interactions superficielles en ligne. Bah oui, dans le monde réel, tu as le regard de l'autre, tu as l'empathie. Tout à fait. Et c'est cette perte d'empathie en ligne qui mène à un autre fléau abordé par Kelly, le cyberharcèlement. Ouf, ouais. Un mot difficile, mais crucial. Le cyberharcèlement, en gros, c'est le harcèlement classique, mais facilité par l'anonymat d'Internet. Exactement. L'écran crée une distance qui désinhibe complètement les agresseurs. Parce qu'ils ne voient pas la souffrance de la victime en direct. C'est ça. Et la source rapporte que les conséquences sont dévastatrices. On parle d'environnements toxiques qui s'immiscent jusque dans la chambre de la victime, menant à une grave détresse, voire au suicide. C'est vraiment glaçant. D'ailleurs, petite pause au milieu de cette émission. Si ce type d'analyse vous aide, chers auditeurs, dans votre apprentissage du français et de la culture contemporaine, pensez à vous abonner et à partager cet audio. Ça nous aide énormément. Oui, le soutien de l'audience est précieux. Donc, pour résumer ce deuxième chapitre, l'anonymat et la surconsommation transforment souvent cet outil de convivialité en un lieu de grande souffrance. Malheureusement, oui. Et cette vulnérabilité psychologique des utilisateurs nous amène directement à notre troisième chapitre, car elle nous rend particulièrement réceptifs à un autre danger de taille, les fausses informations amplifiées par les algorithmes. Absolument. Alors là, on a deux nouveaux mots techniques majeurs, la désinformation et l'algorithme. Répétons ce dernier ensemble. Lentement. Rythme. Très bien. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la source vulgarise ce concept d'algorithme. Oui, explique-nous ça simplement, parce que ça a l'air super compliqué. En fait, ce sont des formules mathématiques très puissantes dont le seul but est de gérer notre temps quotidien. L'algorithme décide de ce que l'on voit pour nous garder en ligne le plus longtemps possible. Et c'est là que je ressors mon analogie préférée. Pour moi, l'algorithme, c'est comme un bibliothécaire trop zélé. Ah, j'aime beaucoup cette image. Ouais, imagine, tu vas à la bibliothèque, tu lis un jour un livre sur une théorie du complot, juste par curiosité. Le lendemain, ce bibliothécaire a enlevé tous les autres livres et ne te propose plus que ça. Il t'enferme dans une bulle. C'est exactement le mécanisme des bulles de filtre. Et la source montre comment les influenceurs et les leaders d'opinion se servent de ça pour modifier notre perception de la réalité. Mais ça va très très vite. Oui, d'ailleurs, la vidéo donne des exemples très concrets des deux côtés de la médaille. Alors, on va en parler, et je rappelle explicitement à notre audience que notre émission ne prend absolument aucun parti politique ou social. On ne fait que rapporter fidèlement les éléments mentionnés dans le texte source. D'accord ? Tout à fait, c'est important de le préciser. D'un côté positif, la source note que cette rapidité de l'information a permis la propagation mondiale de mouvements sociaux comme #MeToo ou Black Lives Matter. Ouais, l'algorithme a servi de catalyseur pour des changements sociaux massifs. Mais de l'autre côté, cette même architecture favorise la désinformation. Le texte évoque la pandémie de Covid-19, où les fausses nouvelles ont circulé bien plus vite que les informations médicales officielles. Créant du coup une méfiance énorme. Exactement. Et la source cite aussi le scandale Cambridge Analytica, où des données privées ont été exploitées pour manipuler des opinions électorales. Ce qui est fascinant ici, c'est de constater à quel point la vitesse de l'outil empêche toute vérification des faits. C'est ça le vrai danger. On n'a plus le temps de réfléchir. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui nous écoutent. Je vous invite à arrêter cet audio ou cette vidéo quelques instants et à écrire vos réponses dans les commentaires. Très bonne idée. La question c'est, face à tout ça, comment faites-vous
personnellement pour vérifier la fiabilité d'une information en ligne. Écrivez-le nous, c'est un super exercice de français en plus. Oui, on a hâte de vous lire. Bon, en synthèse de ce 3e chapitre, la vitesse de l'information est vraiment une arme à double tranchant. Elle peut mobiliser pour des droits humains ou manipuler des élections. C'est le grand défi de notre décennie. Du coup, ça nous mène à notre dernier chapitre, le chapitre 4. Face à ces algorithmes surpuissants et à ces risques pour notre vie privée, comment on fait pour reprendre le contrôle de notre quotidien ? Eh bien, la première étape selon la source, c'est de comprendre techniquement l'outil. Et ça passe par les paramètres de confidentialité. Encore un terme essentiel à retenir. Les paramètres de confidentialité. C'est là qu'on décide ce qu'on donne ou pas à la plateforme. Exactement. Mais la technique ne suffit pas. Il faut aussi adopter de bonnes astuces de déconnexion. Ouais, une gestion du temps saine, quoi. Et si on imaginait un scénario quotidien idéal? Tu te lèves le matin, tu te connectes sur LinkedIn pour ta carrière, pour voir les débouchés, pendant, disons, 20 minutes. Voilà, une utilisation ciblée et intentionnelle. Ensuite, à midi, grosse pause sans écran. Tu manges avec tes collègues, tu privilégies les interactions authentiques, le face-à-face. C'est vital pour l'empathie dont on parlait tout à l'heure. Et le soir, au lieu de scroller jusqu'à minuit, tu modères ton temps et tu lis un bon livre. Ça montre vraiment l'impact positif d'une utilisation équilibrée. Absolument. Mais la source soulève aussi un grand débat sur les responsabilités. Ah oui, c'est la faute de qui, au final? Eh bien, la responsabilité est partagée. D'un côté, les plateformes doivent impérativement modérer le contenu toxique et ajuster leurs algorithmes pour favoriser la qualité plutôt que la colère. Et de l'autre, les utilisateurs doivent être éduqués. La vidéo insiste sur l'importance de l'éducation numérique, à la maison et à l'école, pour apprendre à vérifier les sources. Et il faut aussi que chacun adopte un comportement plus empathique en ligne. Donc, en gros, une utilisation responsable, ça peut transformer ces outils dangereux en vrais vecteurs de solidarité et d'épanouissement. C'est tout à fait ça. La technologie n'est qu'un outil, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. Superbe conclusion. Alors, avant de nous quitter, petit quiz final pour valider les acquis de notre audience. Attention, je pose 2 questions. On vous écoute. Première question, quel mot avons-nous appris aujourd'hui pour désigner le fait de publier de fausses nouvelles? Je vous laisse 3 secondes. Eh oui, c'est la désinformation. Deuxième question, quel est l'outil professionnel qui permet d'attirer l'attention des recruteurs et de trouver des débouchés? La réponse, c'est LinkedIn, bien sûr. Bravo à ceux qui ont trouvé. Et pour clôturer notre réflexion, j'aimerais proposer une pensée un peu provocatrice qui s'applique sur le texte mais va un peu au-delà. Oh, vas-y. Si on considère que les réseaux sociaux, avec leurs milliards d'utilisateurs, sont finalement devenus le pays le plus peuplé du monde, ne devrions-nous pas inventer un nouveau code de citoyenneté numérique universel? Ah, waouh. C'est profond, ça. Un passeport numérique avec des droits et des devoirs, en quelque sorte? Exactement. Je laisse notre audience y réfléchir. Eh bien, chers apprenants, vous avez de quoi méditer. Si cette exploration a été utile pour votre français et votre compréhension du monde numérique, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette émission. Oui, merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. À très bientôt dans d'autres épisodes. À très bientôt dans d'autres épisodes.